Bonjour Adrien Gindre, pour ce vendredi matin. Votre invité aujourd'hui ? Elle est journaliste, écrivaine, historienne, spécialiste du monde russe et elle vient de publier un ouvrage très éclairant pour comprendre Vladimir Poutine. Bonjour Galia Ackerman, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'ouvrage dont je parlais, c'est le livre noir de Vladimir Poutine, co-dirigé avec Stéphane Courtois chez Perrin et Robert Laffont. On parlera de Poutine dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur Volodymyr Zelensky, puisque ça fait plus de 2 jours maintenant qu'il a jeté un trouble en maintenant, contre l'opinion des Occidentaux, que ce qui avait frappé la Pologne mardi soir, c'était bien un missile tiré par les Russes. Il dit même « Je veux des preuves si ce missile provient de notre défense aérienne ukrainienne ». Il précise « Le diamètre du cratère ne correspond pas ». Il rentre dans les détails. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas voir la réalité ou parce qu'il a décidé d'instrumentaliser cet épisode ? Je pense que Zelensky a été quand même très ému par le renouvellement des frappes russes absolument atroces. Et donc, c'est peut-être dans ce contexte qu'il faut voir peut-être une gaffe, c'est-à-dire ce qu'il est en train d'affirmer. Vous voyez, avec ce missile, si c'est vraiment identifié comme S-300, il n'y a aucun doute que ça a été tiré par des forces ukrainiennes. Oui, parce que les missiles S-300, pour expliquer pour nos téléspectateurs, n'ont pas une portée suffisante pour être tirés depuis le territoire russe et atteindre la Pologne là où c'est tombé. Absolument. Apparemment, la trajectoire ne correspond pas à la possibilité que ce fut tiré depuis la Biélorussie. Donc il y a une faute de Zelensky à persister aujourd'hui, parce qu'on peut se tromper éventuellement dans les premières heures, ne pas avoir les informations suffisantes, mais là il continue. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que affirment les militaires ukrainiens. On ne sait pas s'ils ont eu accès à toutes les données, etc. Sachant que des inspecteurs arrivent en Pologne, ils sont arrivés hier. Et donc maintenant que les Ukrainiens ont été admis aussi à voir les débris de ce missile, je pense que tout doute doit être levé. Psychologiquement, pour Zelensky, qui est en position en quelque sorte de victime parce que son pays est victime. C'est peut-être difficile d'admettre que je ne sais même pas si c'est une faute d'artilleur ou c'est juste les S-300 de fabrication soviétique qui a éclaté et un débris est tombé sur la Pologne. Je ne le justifie pas, mais je pense qu'il faut être un peu condescendant. Un peu indulgent avec Volodymyr Zelensky. Il y a quand même cette déclaration américaine. Hier, Joe Biden, très clairement, dit « ce n'est pas ce que disent les preuves ». Est-ce qu'aujourd'hui, la relation entre les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, et les Occidentaux, l'OTAN, est abîmée? Est-ce que ça peut laisser une trace? Ou est-ce qu'à votre avis, en fait, dans quelques jours, ce sera oublié, on aura passé l'éponge et on reprendra les choses comme avant? Je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse qui est bonne parce qu'il y a des intérêts stratégiques. Je pense que les États-Unis ne peuvent plus se permettre, ayant déjà tellement investi dans la victoire ukrainienne, des dizaines de milliards de dollars. Ils peuvent pas lâcher en chemin parce que aussi, ça a été dit, je n'invente rien, que c'est peut-être la première fois depuis des dizaines d'années que les États-Unis défendent quand même un pays démocratique. S'ils ratent ce coche, c'est leur réputation dans le monde occidental qui est en jeu. Et je pense que c'est pareil pour l'OTAN, qui, il y a quelques années, se trouvait, comme disait le président Macron, dans l'état de mort cérébrale, qui maintenant a été révigoré par les événements. Ce qu'Emmanuel Macron ne dit plus aujourd'hui du tout. Voilà, qui est en train de s'élargir. C'est pas dans l'intérêt de l'OTAN de faire mousser cette affaire. Maintenant, on dit aussi que c'est peut-être un moyen
à cause de cette gaffe de Zelensky, de le faire asseoir à la à la table table des des négociations. négociations. On va venir, Galia Ackerman, aux négociations dans un instant. Il y a aussi une déclaration américaine sur la situation militaire des Ukrainiens. Alors, elle a été faite en milieu de semaine par le chef d'état-major américain Mark Milley. Il dit la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne, qui par exemple pourrait y compris comprendre la Crimée, cette probabilité-là, elle n'est vraiment à ses yeux pas très élevée, en tout cas pas de sitôt. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que les Ukrainiens, les Occidentaux doivent se dire si on veut avancer militairement, c'est un, presque impossible, et deux, sûrement pas demain la veille. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse pour la simple raison que le peuple ukrainien a montré des qualités qu'on ne lui soupçonnait pas, Mhm. de résistance, de résilience, de combativité, de volonté politique aussi. Et donc, c'est tout comme au début de la guerre, je me souviens très bien, sur tous les plateaux, la discussion dans les 2, 3 premiers jours de guerre était quand est-ce que Kiev va tomber, demain ou après-demain, grosso modo. Et finalement, ce sont les Russes qui ont reculé parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. Absolument. Et donc, moi, je pense que ce qui peut se produire, c'est tout simplement l'effondrement de l'armée russe s'il y a encore des victoires ukrainiennes. Parce que la victoire de Kherson à Kherson est une victoire politiquement très importante, justement parce que peu de temps auparavant, Vladimir Poutine a annexé ces territoires. Kherson est la capitale de la région de Kherson, qui d'ailleurs a une grande partie qui se trouve sur l'autre rive de Dniepr est toujours occupée par les Russes, mais ça a été annexé, c'est-à-dire que maintenant, selon la constitution russe, c'est un territoire russe. Et c'est un territoire russe qui est occupé par les Et qui Ukrainiens. était repris par les Ukrainiens. Vous disiez quelque chose de très important, Galia Ackerman. Vous parliez de la capacité de la population ukrainienne à résister. On voit très clairement, depuis plusieurs semaines, la stratégie de Vladimir Poutine d'essayer de déstabiliser cette population. Il y a les frappes sur les cibles civiles, sur les infrastructures énergétiques. Encore une fois, hier soir, Volodymyr Zelensky disait 10 millions de foyers privés d'électricité en Ukraine. Ça n'a aucun effet jusqu'ici. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'avec la neige qui a commencé à tomber à Kiev, les premiers flocons en tout cas, les moins 10 degrés qui sont arrivés, vous dites, la population ukrainienne est tellement derrière son président que ce soutien est infaillible? Je pense qu'à l'heure qu'il est, le président et la population font un. Et vous savez, il y avait d'autres situations dans l'histoire quand la population a été bombardée des jours et des nuits durant, quand la population restait sans électricité, etc. Comme par exemple les attaques allemandes contre Londres, comme par exemple le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Les Ukrainiens ont une capacité, ça a été remarqué depuis très longtemps, c'est apparemment dans la mentalité, il y a énormément de liens horizontaux et d'entraide. Ils n'attendent pas les ordres de leurs dirigeants pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'attendent pas que toute l'aide vienne d'en haut. Très autonomes. Et cela veut dire que, bien sûr, si ça continue, si par exemple Kiev reste durablement sans électricité, vous savez, c'est une ville où il y a énormément, pas de gratte-ciel, mais de très hauts immeubles, de 20-30 étages, surtout dans les banlieues de Kiev, quand par exemple vous prenez la route de l'aéroport vers la ville, vous passez des quartiers entiers, c'est tout des tours. Je n'imagine pas comment les gens qui habitent au 20e, voire au 30e étage, peuvent vivre sans ascenseur, sans eau, donc sans toilette. C'est invivable, c'est totalement invivable. Qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là? Eh bien, ce qui se passera, c'est qu'ils vont aller vers les campagnes. Il y a beaucoup de gens à Kiev et dans les autres grandes villes qui ont leur dacha, c'est la vieille tradition de cette région.
Une résidence secondaire, pour dire les choses simplement. Voilà, un pied-à-terre. résidence, absolument. Et donc là, on peut se chauffer au bois, on peut s'éclairer à la bougie, on On peut peut survivre plus facilement qu'au cœur de la ville. bien. C'est votre pari. C'est mon pari. Et puis, il y aura, je pense, si ça dure assez longtemps, une nouvelle vague de réfugiés qui vont affluer en Europe. C'est à peu près inévitable. Donc ça peut être l'un des scénarios pour cet hiver, pour le coup, de se dire Oui. que si les frappes russes continuent sur les infrastructures civiles, l'Europe doit se préparer à un nouvel accueil. L'Europe doit se préparer et puis même maintenant, il y a des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Eh bien, il y en aura encore plus. Puis, vous savez, il y a quand même des générateurs. Ils sont en train de les chercher un peu partout pour maintenir le travail des hôpitaux, des services vitaux. Il y a Et aussi... pour continuer à survivre malgré ces frappes. Juste, je voudrais revenir, Galia Ackerman, sur l'enjeu sur le terrain militaire et le rapport de force. On a évoqué la capacité de résistance des Ukrainiens. Il y a quand même, par endroits, même si ce n'est pas la règle, des gains russes. Il y en a dans l'Est, par exemple. On a montré hier sur l'antenne d'Elsie même un canon César qui est touché par les Russes, par un drone. Il y a eu des gains, par exemple, dans le Donbass, où Wagner est à l'œuvre. On sait que ce sont des miliciens de Wagner, mais avec en même temps des témoignages très contradictoires, puisqu'une ONG russe rapporte que le tout premier bataillon Wagner, qui a été engagé, qui était à peu près de 500 hommes, des détenus pour la plupart, a été réduit quasiment à néant, peut-être moins d'une dizaine et peut-être même encore moins de survivants. Est-ce qu'aujourd'hui, Wagner apporte quelque chose sur le terrain aux Russes, ou est-ce qu'en réalité, à l'usage, Wagner, c'est du vent, c'est de la communication, mais sans efficacité sur le terrain? J'ai vu ces chiffres. On disait même que sur 500 personnes, il en reste 2 et tous les 2 sont estropiés, gravement blessés. Donc, ce que j'ai pu lire, parce que nous n'avons quand même pas accès direct à tout ça, c'est que Wagner a rempli ses rangs par des ex-prisonniers, que ces ex-prisonniers à qui on promet que Prigojine, donc le chef de Wagner, Le fondateur Evgeny a Prigojine. fait libérer des prisons sans aucune procédure judiciaire, ce qui est déjà... Il allait recruter des prisonniers pour les amener sur le terrain Voilà, directement. mais il n'y avait pas de décision de réduction de peine ou annulation de peine ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ça montre que bien sûr il a l'appui de Poutine pour que tout ça devienne possible. On n'extrait pas des colonies pénitentiaires ou de prisons les gens comme ça. Oui. Voilà. Mais il leur a dit, et ça on a vu aussi, que ces gens-là, ils devront participer au combat en première ligne. Et donc, ce qu'on sait des choses sur le terrain, c'est que très souvent, ces criminels devenus soldats sont utilisés en première ligne, ce qui fait qu'ils meurent, mais ça épuise l'adversaire ukrainien. Ça, c'est la vieille tactique Donc, soviétique. c'est la définition même de la chair à canon. On épuise les Ukrainiens en envoyant Wagner et ça permet in fine quand même quelques gains territoriaux. Voilà, mais il faut dire aussi que Prigojine a certainement des ambitions politiques et que maintenant, on est dans une phase de guerre assez incroyable quand on voit apparaître sur le terrain en Ukraine, on peut dire, des armées concurrentes. Oui, parce qu'il y a Wagner, il y a eu les Tchétchènes, même si on en parle un peu moins, les mobilisés russes et l'armée officielle. Juste avant de venir au point que vous venez de soulever, qui est très important, c'est la situation politique, le sort de Vladimir Poutine, son avenir. Un dernier mot encore de ce que disaient les Américains cette semaine. C'est le secrétaire d'État à la défense américaine qui dit les Russes ne vont pas être en mesure de reproduire encore des missiles, des munitions avec toutes les opérations et les frappes qu'ils ont déjà conduites ces dernières semaines. Il leur faudra peut-être des années. Est-ce que vous partagez ce regard ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait en fait encore des stocks, même issus de l'ère soviétique, dont on n'ait pas connaissance, qu'on n'ait pas vu, des armements, même des vieux chars, que sais-je, qui soient un héritage et dont la Russie d'aujourd'hui puisse encore se servir? Ou est-ce qu'en réalité, tout est épuisé ou est devenu obsolète?
Je ne suis pas sûre que tout soit épuisé. En tout cas, au début de la guerre, on évaluait les capacités russes, les services américains, de façon très basse. Mhm. Entre-temps, ils ont déjà tiré beaucoup plus d'obus de Mhm. missiles que ce qui avait été supposé par les Américains. Donc il ne faut pas les Ensuite, sous-estimer. Ensuite, il y a quand même les drones iraniens, même s'ils ne sont pas très sophistiqués, ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, il y a probablement, je ne sais pas si ça a commencé ou non, mais il y a eu des informations quand même persistantes sur la possibilité de la Corée du Nord de fournir aussi des armements. Ce qui veut dire que les Russes peuvent encore continuer pendant un certain temps. Maintenant, vous savez, le problème de la société russe, de ce régime, et bien sûr, ça n'épargne pas l'armée, c'est que c'est extrêmement corrompu. Et donc, quand Poutine donne les ordres, oui, il faut travailler 24 heures sur 24, les usines militaires doivent augmenter leur production, etc. L'ordre ne va pas forcément jusqu'au bout sur le terrain, c'est ce que vous voulez dire. C'est exactement ce que je veux dire. Et donc, peut-être que l'argent donné par le gouvernement tombe dans un trou noir, ce qui ne veut pas dire que suffisamment de munitions seront produites. On ne sait jamais quand les Russes affirment quelque chose, si c'est vrai ou faux, et est-ce que cet ordre sera réalisé ou pas. Et puis, un point que vous avez soulevé, évoqué, il y a aussi le climat dans lequel tout ça intervient au plan national russe, au plan intérieur. Bon, on voit que Vladimir Poutine, globalement, a réussi jusque-là à entraîner sa population derrière lui. Dans quelles conditions, justement, on va l'évoquer. Là, on a appris qu'il y avait eu la mort d'un colonel directeur d'une école navale à Vladivostok qui était chargé de la mobilisation partielle. On a vu dans certaines villes de Russie la révolte de mères de soldats qui ne savent pas où sont leurs enfants, qui cherchent des informations, qui ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce que tout ça peut être déterminant et peser in fine sur Vladimir Poutine? On a même entendu, je rajoute un exemple supplémentaire, que la Russie était économiquement, techniquement entrée en récession cette semaine. Ça crée un contexte. Est-ce que c'est un contexte qui peut peser et avoir une influence? Vous savez, il faut peut-être voir comment ça se passe dans d'autres pays avec des régimes similaires. Je prends l'exemple du Venezuela. Vous vous souvenez qu'il y avait un candidat parallèle. Il y avait des manifestations de millions de personnes. La situation économique au Venezuela était totalement catastrophique, mais totalement. Mais Maduro réussissait à entretenir les militaires et les services secrets et la police, qui savaient très bien que leur salaire dépend de Maduro et que s'il y a une révolution populaire, ils seront aussi balayés. Et donc, ils sont restés fidèles à Maduro. Donc c'est ce qui peut tenir le régime de Poutine. Et vous voyez que le régime est toujours en place. Hein, et on n'entend même plus parler du Venezuela. C'est terminé. Hein. Vous l'avez vu en Syrie aussi. Bien sûr, Vladimir Poutine a aidé Bachar el-Assad. Assad à se maintenir. Mais toute cette vague de contestation, même contestation armée, les opposants du régime, tout cela n'a rien donné. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'avenir de Poutine à sa place, à son poste, est assuré? Vous évoquez par exemple les ambitions d'Evgeny Prigojine. Ouais. Il y a des ultranationalistes qui parfois sont en soutien, parfois sont critiques. Il y a l'armée qui parfois, comme vous le disiez, accepte et obéit. Et parfois se dit, Vladimir Poutine nous envoie dans le mur et nous humilie publiquement et internationalement. Est-ce que tout cela, mis bout à bout, permet à Vladimir Poutine d'être serein aujourd'hui sur sa capacité à se maintenir en place? Non, je pense qu'il ne peut pas être serein parce que, à la différence de Maduro, par exemple, lui, il mène une guerre offensive contre un autre pays. Et je pense que sa survie politique ne dépend pas des mères de soldats et de tout ça, mais dépend de s'il est victorieux ou non. S'il
réussi à même garder complètement le Donbass et maintenant les territoires contrôlés par les Russes dépassent largement les frontières d'avant 24 février. Oui, parce qu'ils ont encore quand même des territoires dans le sud, sur la frange littorale, même s'il y a eu la reconquête de Kherson. Voilà, donc si Vladimir Poutine continue à essuyer des échecs, il en a essuyé déjà plusieurs. Hein. Le premier, ça a été Kiev, ensuite c'était toute la région du nord, Kharkiv, maintenant c'est au sud Kherson. Donc si par exemple il perd Lugansk ou s'il perd Donetsk, ce qui est pour l'instant, pour les Russes, est totalement impensable. Mais si ça arrive, là, il risque d'être renversé parce que dans une guerre de ce type, il faut que le chef gagne. S'il ne gagne pas, il faut le remplacer. Donc, le danger pour Poutine, ce n'est pas du tout les protestations de rue. 1 million de personnes sont parties, tout simplement ont quitté le territoire, et d'autres sont terrorisées. Donc, il y aura bien sûr des manifestations isolées, peut-être encore des pétitions, ceci, cela, mais c'est pas ça qui fera basculer le régime. Avoir une victoire, ce sera pour lui l'enjeu. Oui, et c'est pour ça qu'il ne peut pas reculer. Il recule, c'est un homme mort. Merci beaucoup, Galéa Ackerman, de nous avoir éclairé ce matin. Et si on veut comprendre encore mieux comment fonctionne Vladimir Poutine, il y a votre livre noir de Vladimir Poutine chez Perrin Robert Laffont avec Stéphane Courtois.